Bonjour. Alors, oui, l'association Accès Culture a été fondée il y a un peu plus de 30 ans, en 1993. Le service a été créé 2 ans plus tôt, en 90, 3 ans plus tôt, dans un théâtre qui s'appelle le Théâtre National de Chaillot à Paris, qui est un théâtre sur de spectacles de théâtre. L'association a été créée 3 ans plus tard sous une forme associative qui est la forme en France qui permet d'organiser des opérations avec des partenaires divers et variés, comme d'autres théâtres, des institutions culturelles ou des partenaires financiers, comme des fondations ou comme des municipalités qui souhaitent, pardon, soutenir l'activité et les objectifs de notre structure. On a commencé par l'audiodescription. Le premier service qui a été mis en place, c'était l'audiodescription pour les personnes non-voyantes, malvoyantes. Et puis assez rapidement, on a ouvert le service aux personnes sourdes avec les adaptations en langue des signes, en langage gestuel, en langue gestuelle. Puis on a beaucoup voyagé, et tourné un peu partout en France. Voilà, on a commencé aussi ce service qui était prévu, qui était au départ uniquement à Paris, s'est installé dans pas mal de théâtres un peu partout en France. On a une activité aussi depuis 2013 de maquettes en relief pour que les personnes aveugles puissent toucher et découvrir avec les doigts la forme et la manière dont est aménagé un théâtre. Donc on a plusieurs maquettes qui sont proposées, des petites maquettes que les aveugles peuvent toucher uniquement sous leurs mains, et puis des maquettes beaucoup plus grandes sur lesquelles les spectateurs non-voyants se rassemblent. On va vous présenter une maquette. Voilà, merci. Alors, par exemple, ça, c'est une maquette d'un théâtre, du théâtre de l'Opéra Comique à Paris. C'est une maquette qui se manipule. Donc, on peut la construire comme ça. Et puis, on a au fur et à mesure des explications et on peut toucher exactement, comprendre où est la salle, où est la scène, où sont les sièges des spectateurs, et on peut les aménager comme ça sur plusieurs niveaux, de manière à comprendre comment, dans un théâtre à l'italienne, comme on dit en France, les spectateurs sont empilés les uns par-dessus les autres avec différents niveaux de balcon jusqu'au paradis, ce qu'on appelle le paradis, c'est le dernier étage. Et ici, on a la voûte de la salle. Donc, ces maquettes-là, on les fabrique à la demande des théâtres pour expliquer la répartition et l'organisation de l'espace. Ce qui permet aux personnes aveugles de se familiariser avec un lieu qu'ils ne connaissent pas. Et lorsqu'ils viennent ensuite voir un spectacle, ils se retrouvent plus facilement dans l'espace. Aujourd'hui, on a un groupe d'environ 150 théâtres qui sont rassemblés autour d'Accès Culture, un peu partout en France. On a créé une réunion annuelle avec tous ces théâtres pour parler de l'accessibilité, que ce soit pour les sourds, pour les aveugles, que ce soit les opérations de médiation, c'est-à-dire les rencontres qu'on peut faire avec les spectateurs, la manière dont on les informe, la manière dont on les fidélise. C'est une manifestation qui intéresse beaucoup les théâtres parce que c'est l'occasion de confronter un peu les différentes expériences initiatives qui sont menées par les uns et les autres un peu partout en France. C'est aussi l'occasion de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul à avancer sur ce sujet qui est difficile parce que on s'adresse à une population qui est très exclue de la culture, donc il faut aller les trouver, les personnes sourdes ou les personnes aveugles, les intéresser à des propositions culturelles, artistiques qu'ils ne connaissent pas, les fidéliser, leur donner envie de venir et de revenir. Donc cette réunion, elle sert aussi comment dire, à s'encourager les uns les autres.
Une autre opération qu'on a menée en place, on a mis en place un équipement particulier ce qu'on appelle les gilets subpack. Les gilets subpack, ce sont des gilets que les personnes sourdes mettent sur eux et qui provoque une réaction en fonction du niveau sonore qu'il y a autour d'eux. Donc, ça peut être de la musique, ça peut être des bruits, ça peut être des explosions. Et c'est un gilet qui va envoyer des pulsations contre la poitrine ou dans le dos et qui va permettre un petit peu d'identifier les niveaux sonores. Le rythme, ça permet de bien situer le rythme, parce qu'on peut entendre vraiment le battement sur soi, le niveau sonore aussi. Donc, on propose ces gilets aux personnes sourdes ou malentendantes pour des spectacles visuels. Donc, ça peut être des spectacles de danse, par exemple, ou des spectacles de cirque, pour que justement le spectateur puisse apprécier naturellement le spectacle, parce que c'est un spectacle où il y a beaucoup à voir, et recevoir ces informations supplémentaires sur le son. Voilà, alors les chiffres clés, je ne suis pas sûr, je pense que ça n'a peut-être pas grand intérêt par rapport à la France, entre la France et la Corée, ça n'a peut-être pas forcément très signifiant. Voilà, alors on peut préciser un peu plus maintenant dans le domaine de l'accessibilité pour les personnes aveugles et malvoyantes. On a quatre activités principales, quatre services. On a ce service d'audiodescription qui consiste évidemment avec un casque de diffuser une information sur la mise en scène, les décors, les costumes, les entrées, les sorties des personnages, tous les effets visuels qui font éventuellement réagir la salle. Ça peut être des effets comiques, ça peut être des surprises, ça peut être toutes sortes de situations qu'il faut connaître pour comprendre mieux le texte. Donc nous, on fait ce travail d'audiodescription pour le théâtre, pour l'opéra, pour la danse, pour le cirque, pour les marionnettes. Le programme détaillé est un cahier que nous éditons pour chaque représentation accessible avec des informations sur la mise en scène, les décors et les costumes et la distribution, et qui est imprimé en caractère agrandi, c'est-à-dire vraiment suffisamment large, comme par exemple, voilà, on va avoir ce genre de taille de caractère qui vraiment permet aux personnes malvoyantes d'être tout à fait à l'aise avec la lecture. Et ensuite, pour les représentations, on propose aussi des visites tactiles. Donc, on appelle ça visite tactile. Ça s'appelle tactile tour aussi en anglais, souvent. Ce sont des visites sur le décor, sur le plateau du théâtre, avec les techniciens du spectacle pour découvrir avec ses mains l'installation technique, le dispositif scénographique. Donc le décor, éventuellement des accessoires, euh, toutes sortes d'objets, toutes sortes de... Voilà. Donc ça permet vraiment aux aveugles de se rendre compte de l'espace dans lequel évoluent les personnages. Bon, voilà, cette photo, on voit la personne aveugle avec les lunettes noires qui utilise un casque qu'elle tient dans les oreilles et qui lui permet de recevoir pendant le spectacle ces informations d'audio-description. Voilà, là, cette photo montre la régie, l'installation technique qui est nécessaire pour faire fonctionner ce service. Toutes les descriptions sont enregistrées à l'avance par un technicien, par des comédiens qui lisent les textes. Et ensuite, c'est restitué pendant la représentation par un régisseur qui envoie chaque effet à un moment précis. Donc il a une partition musicale, comme c'est le cas sur cette photo. Euh, il a une partition musicale et sur cette partition musicale, il y a des tops euh, en vert ou en rose qui lui indiquent les moments où il doit envoyer des effets qui sont préenregistrés sur le logiciel, sur l'ordinateur. On a ici comment dire, la conduite, ce qu'on appelle la conduite, qui est le cahier de régie avec les effets qui sont prévus. Et en fonction du rythme, ben, on envoie tel effet à ce moment-là. Et puis celui-là, on va l'envoyer. Il est prêt, il est là. Et on va envoyer comme ça au fur et à mesure. Parfois, il y a jusqu'à 900 ou plus de 1000 effets qui sont envoyés tout au long du spectacle.
Nos activités donc, vont aussi viser à essayer de faire prendre conscience pour les spectacles de danse la chorégraphie. Donc, on organise des ateliers accessibles avec des chorégraphes, avec des danseurs qui viennent proposer une mise en situation des spectateurs, donc des spectateurs non-voyants, pendant une activité d'une heure et demie, 2 heures avant le spectacle. Donc ça leur permet vraiment de se rendre compte parfois de certaines postures, que nous décrivons les postures pendant la représentation dans le casque, mais c'est parfois plus simple, ou en tout cas c'est tout aussi utile de le faire directement sur le corps de la personne. Donc là, on les a fait allonger sur le sol et prendre une position éventuellement avec les jambes particulières qu'ils retrouveront pendant le spectacle. Voilà, donc là, ce sont des ateliers qui peuvent avoir lieu avec des enfants non-voyants, aveugles. On avait aussi mené une expérience que nous utilisons de temps en temps avec comment dire, des expériences olfactives. Donc, ce sont des petites languettes de carton sur lesquelles on dépose de l'odeur, une odeur particulière. Et ensuite, on fait sentir aux personnes aveugles ou malvoyantes ces odeurs pour les transporter quelque part. Là, sur cette photo, je crois que c'était une odeur de rose qu'on faisait sentir parce que le spectacle parlait d'une rose et voilà, c'était très bien de faire l'expérience olfactive en même temps. Donc là, c'est la maquette qu'on vous a montrée tout à l'heure avec les différents niveaux. Donc, on a ici l'orchestre. Ici, c'est la fosse d'orchestre de l'opéra. Ça, c'est la scène. Et puis, on a les différents niveaux de spectateurs qui se superposent. Ici, on a l'entrée du théâtre. Ici, on a le foyer du théâtre. Et donc, toute cette expérience-là permet vraiment aux aveugles de comprendre comment est organisé un théâtre à l'italienne, euh, comme le théâtre de l'opéra comique. Alors, ces maquettes quand on les prépare, on les fait tester par des personnes non-voyantes. Là, c'est la maquette d'un bâtiment dans une ville à côté de Lyon, qui s'appelle Dijon. Et la personne qui est là est une personne non-voyante qui nous validait la compréhension de la maquette et qui s'assurait qu'effectivement, on puisse bien comprendre comment était organisé ce bâtiment. Alors, les premières maquettes qu'on faisait, ce sont des maquettes en Lego, comme ça, en briquettes, et on a ensuite développé un processus euh, plus élaboré avec les imprimantes 3D et les machines, les découpes laser. Là, c'est le Théâtre national de Chaillot. Avec bon, les bâtiments. Euh, c'est toute une maquette qui se construit, qui se manipule avec des éléments mobiles. Oui. Je vais devoir vous laisser pour la suite de mes obligations ce matin. Je vous remercie. Je vous laisse avec Linda qui va terminer cette présentation. Donc, comme le disait Frédéric, ici on Oui, a la maquette du théâtre, du théâtre Chaillot, du théâtre national de la danse, avec qui on a également des ateliers de danse oui. adaptés. Euh, voilà, là toujours la même chose, on fait tester nos maquettes auprès du public aveugle. Voilà, en fait, on fait des allers-retours entre les concepteurs des maquettes 3D et la personne ici dans notre association qui est en charge de mener les projets liés aux maquettes, en réadaptant systématiquement les maquettes par rapport au retour des personnes qui sont aveugles. Les maquettes peuvent avoir des tailles très différentes, aussi différentes que l'architecture euh, des théâtres. Donc, ça peut être des petites maquettes ou d'immenses maquettes comme celle-ci. Là, on est sur une visite du décor d'un spectacle qui a eu lieu l'année dernière, le spectacle Péplum, qui mettait en fait en scène un univers un petit peu onirique
avec sur scène un château qu'on peut voir ici sur la droite, un peu à la manière d'un Lego qui est très modulable. Et donc, le public aveugle et malvoyant qui était présent a pu monter dans ce château, parce qu'il y a des marches. Donc, on a pu monter dans ce château, toucher les murs, toucher le décor. Et juste en face, enfin, juste ici, on ne le voit pas très bien, je ne sais pas si vous... Tac. Juste ici, en fait, on avait également une petite maquette du décor qui permettait aussi aux spectateurs de mieux se rendre compte de l'ensemble, de la totalité de la construction de ce château. Généralement, ce sont les chargés de relations publiques qui anime un petit peu l'atelier, ou alors ça peut être également l'équipe artistique de la compagnie qui va accueillir et échanger avec le public aveugle. Et c'est vraiment un temps très privilégié que finalement les autres, le public, entre guillemets, enfin non, le public voyant n'aura pas forcément. Alors, je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais concernant notre association et le pôle audiodescription, en 2002, en 2022-2023, ça représentait en tout en France 230 audiodescriptions pour 2300 spectateurs bénéficiaires dans toute la France. Je vais maintenant aborder le deuxième pôle de l'association, qui est celui du pôle sourds et malentendants. Donc, c'est la LSF et le surtitrage adapté. Ce sont les deux dispositifs techniques qui ont été mis en place et proposés par l'association au théâtre pour rendre accessibles les spectacles au public sourd et malentendant. Donc les adaptations à l'SF, qu'est-ce que c'est? C'est une équipe en fait de comédiens qui est intégrée à notre association. Ce sont des comédiens qui sont sourds ou entendants. Dans les deux cas, ils signent en langue des signes française. Et l'objectif, c'est pas d'avoir des interprètes, c'est vraiment d'avoir des comédiens qui travaillent avec les compagnies de théâtre. Euh, il y a vraiment un travail artistique pour qu'il soit intégré dans les pièces de théâtre, dans les propositions artistiques. Là, ici, par exemple, c'était un opéra. On a ici les deux comédiens de la compagnie qui sont donc entendants. Et derrière eux, on voit qui sont déguisés, qui sont en costume plutôt. On a nos, nos comédiens entendants. Enfin, non, pardon, excusez-moi. Nos comédiens qui signent en LSF pour permettre au public sourd de comprendre. On propose également du surtitrage adapté. Donc, le surtitrage adapté qui est intégré souvent sur scène via un écran et qui décrit de façon plus détaillée ce qui se passe sur scène, notamment au niveau sonore. Tout à l'heure, Frédéric, vous avez parlé des gilets vibrants, ce qui au départ est un équipement pour plutôt du milieu du gaming et qui a été repris et réadapté aussi dans le secteur de l'accessibilité. On travaille avec l'entreprise Timpy et, euh, et c'est très utilisé notamment pour les concerts, pour les chanssignes, où là, je ne sais pas si vous connaissez le festival Clin d'œil qui a lieu tous les 2 ans à Reims. C'est quelque chose qui peut, je pense. Alors, est-ce qu'il était utilisé? Je ne sais plus si cette année on en avait eu. Mais en tout cas, c'est très utilisé pour les concerts et pour les chanssignes, mais aussi pour nos ateliers de danse où, quand on met de la musique, eh ben, les spectateurs sourds et malentendants sont assez friands de cette façon-là d'accéder à la musique et de ressentir les vibrations. Comme pour le public aveugle, on propose donc des ateliers de danse. Les ateliers de danse pour les personnes sourdes sont en fait des ateliers de danse assez classiques, sauf qu'on va avoir un interprète en LSF. On va également proposer des rencontres avec l'équipe artistique et aussi des visites de lieux et de théâtre. Cette année, par exemple, on aura des visites à la Comédie Française. Ici, c'est un exemple d'intégration de comédiens qui signent. Donc, la comédienne signante est ici. Euh, donc assez visible. Dans la mesure du possible, on essaie de faire en sorte que enfin, l'objectif, c'est pas de rendre invisibles les comédiens sur scène,
bien au contraire. Ici, c'était pour un spectacle l'année dernière de marionnettes, assez impressionnante, grandeur nature. Donc on les voit ici. Et là, on a nos deux comédiennes signantes. Là, c'est un spectacle. Alors au départ, c'est le spectacle Morphée, qui au départ était pas adapté en LSF, n'a pas été pensé pour être adapté en LSF. La compagnie ou le théâtre, je ne sais plus, non, c'est la compagnie qui a voulu le rendre accessible au public sourd par cette actrice-là, cette comédienne-là qui donc signe sur scène. Et ça a tellement bien fonctionné, le public a tellement été réceptif qu'on a reprogrammé des dates avec cette comédienne qui signe en LSF. Et ça a été aussi très bénéfique pour le public entendant. Et d'ailleurs, généralement, alors je vais finir avant de poursuivre le propos que je voudrais commencer. Donc là, on a encore des exemples. Ici, c'est un concert de rap. C'est Kerry James qui est très connu en France. C'est un rappeur qui slame également, qui a voulu rendre accessible son concert. Et donc ici, on a nos euh, deux comédiens, et deux artistes signants. Là, pareil, c'est le même opéra que tout à l'heure. Là, c'est un concert de magie nouvelle. Donc, c'est un spectacle qui propose aussi oui, donc de la magie et du mentalisme. Donc, il y avait vraiment beaucoup d'interactions entre l'artiste et le public. Et il me semble que c'était à la Villette. Et il s'appelle Géométrie variable, ce spectacle-là. Et donc, ici, on a notre comédienne qui entrait en interaction aussi avec le public sourd, pour pouvoir rendre l'échange très fluide euh, entre les deux parties. Ici, c'est un exemple de surtitrage adapté, donc assez bien visible. Parfois, il peut aussi être, le surtitrage peut être aussi dans une partie assez intégrante du décor. Il va faire partie de la mise en scène, comme ici, par exemple. Alors là, ça s'y prêtait plutôt bien parce qu'en fait, le spectacle en lui-même mettait en scène sous un format cinématographique une pièce, et donc le surtitrage s'y prêtait particulièrement bien. Ici, ce sont les fameux gilets vibrants. Donc, ils sont situés, enfin, les vibrations sont situées, comme le disait Frédéric tout à l'heure, au dos, mais aussi au niveau du buste. Et là, c'est un exemple, enfin, une photographie qui correspond à une rencontre avec l'équipe artistique d'une compagnie. Là, ce sont les ateliers de danse, avec ici notre interprète, qui est également comédien. Le pôle LSF et surtitrage adapté correspondait en 2022-2023 à 77 adaptations en LSF en France, 26 surtitrages adaptés pour 1600 spectateurs bénéficiaires. Et notre association aussi a cœur pour mission d'accompagner aussi les théâtres et les structures culturelles dans un travail d'échange assez important avec d'autres structures. Ça peut être avec les écoles, par exemple. On a, par exemple, l'année dernière, proposé un atelier pédagogique avec une classe de primaire. Euh, En fait, il y avait dans une école primaire, il y avait une classe qui regroupait des personnes, enfin des enfants qui étaient malvoyants, aveugles et voyants. Et on a une audiodescriptrice au sein de notre équipe qui a proposé à cette classe-là un atelier autour de l'audiodescription en développant plusieurs activités, par exemple décrire tel personnage, se mettre en fait à la place d'une personne aveugle et donc vraiment travailler sur le choix des mots. Et en fait, c'était en parallèle d'une représentation théâtrale proposée par un théâtre autour d'Alice au Pays des Merveilles. Et l'objectif était que les enfants de cette classe puissent ensuite découvrir un petit peu l'audiodescription avant de participer et d'écouter, enfin de participer à ce spectacle-là.
en écoutant avec les casques l'audiodescription, comprendre comment ça se construit, comment c'est fait. Et puis ça a été assez riche puisque généralement l'audiodescription peut permettre même une meilleure compréhension, même pour les personnes voyantes, d'une pièce de théâtre puisque ça explicite vraiment ce qui se passe sur scène. On propose également de fédérer, enfin, des actions fédératrices avec les associations. L'année dernière, on a proposé la première édition avec une première édition qui regroupait plusieurs associations qui sont spécialisées dans le handicap sensoriel, plus particulièrement le handicap visuel et voilà. Et en fait, l'objectif, c'était de faire remonter un petit peu leurs observations à ces associations-là, les observations qu'elle pouvait ouais, nous faire remonter par rapport aux propositions culturelles, à l'offre culturelle. Et alors, c'est pas seulement les spectacles en eux-mêmes, c'est aussi toute la chaîne en fait de l'accessibilité, c'est-à-dire euh, comment venir au théâtre. Donc la question de la mobilité, des infrastructures. Évidemment, c'est pas à notre niveau. Là, c'est plutôt au niveau des pouvoirs publics de mettre en place des structures qui sont adaptées et qui peuvent permettre au public en l'occurrence aveugles, de faciliter leur trajet jusqu'au théâtre et aussi le trajet retour. Mais les théâtres s'intéressent quand même aussi à créer des partenariats avec des sociétés de transport euh, pour permettre aux personnes aveugles de pouvoir se déplacer en toute sécurité. Donc, on travaille avec beaucoup de structures, avec les individuels aussi. En matière de communication, on propose des newsletters tous les mois. On a une newsletter qui propose de communiquer sur les actualités euh, en Île-de-France, des spectacles qui sont proposés en audio-description ou alors en LSF et sur titrage adapté. On adapte également notre communication. Donc, tout à l'heure, Frédéric vous a montré notre brochure. C'est une brochure en caractère agrandi pour le public malvoyant. On propose également cette même brochure au format braille et en synthèse vocale. Pour le public sourd, on propose, ici vous pouvez le voir, alors on a donc des newsletters, on a également une brochure et des médias qui sont également proposés avec une adaptation en LSF. Ici, on a un de nos comédiens qui présente un spectacle ou la présentation de saison d'un théâtre. Là, c'est la présentation des spectacles proposés par Chaillot, dont on vous parlait tout à l'heure. On a un site internet également, un site internet qui marche par filtre, qui propose aux spectateurs, mais aussi aux associations, ça peut être un outil de travail pour les associations, qui propose de filtrer en fonction de leurs besoins, si ça concerne de l'audiodescription, du programme détaillé, de l'adaptation en LSF ou du surtitrage adapté. Et en fait, ce sont les théâtres qui ont un espace membre lié à notre site internet et qui doivent remplir leur espace et permettre ensuite au public d'accéder à leurs actualités. Voilà en gros la présentation se termine ici et puis bah, bien sûr je reste ouverte à toutes vos questions. Je vous laisse prendre la parole. Oui, un travail de, de collaboration, eh ben, en fait, c'est sur toute la durée de l'adaptation, en fait. Euh, donc, les théâtres s'adressent, ça peut être les théâtres ou ça peut être les compagnies de théâtre, nous proposent, en fait, nous, on a un catalogue de spectacles qui peuvent être adaptés, qui peuvent être audio décrits. Parce que n'importe quel spectacle ne peut pas être adapté en LSF ou en audiodescription. Il faut qu'ils répondent à certains critères. Et donc, on a un catalogue en ligne avec une liste de ces spectacles-là qui peuvent être adaptés. Les théâtres ensuite choisissent dans ce catalogue les spectacles qu'ils souhaiteraient proposer en adaptation. Et ensuite, ça peut être aussi des créations, mais dans tous les cas, nous, on a un regard un peu expert sur la possibilité de rendre une adaptation, enfin, de rendre possible une adaptation.
Et ensuite, donc, euh, commence donc ce travail d'adaptation. Et une fois que l'adaptation est prête, qu'on a des dates qui sont dégagées avec les théâtres, nous, ce que peuvent nous demander les théâtres pour, comment dire, pour faire en sorte, pour favoriser la venue des publics concernés, ils vont parfois nous demander de cartographier les associations qui sont sur leur territoire, d'entrer en contact avec eux ou en tout cas d'essayer de faire en sorte de les mettre en relation pour ensuite essayer de permettre d'avoir des sorties de groupe euh, de, de- via les associations. On propose également cette année à la ville de Reims. On travaille avec un opéra, l'Opéra de Reims, la Comédie de Reims, enfin, plusieurs lieux culturels de la ville de Reims. Donc il y a une proposition assez variée et assez forte en termes d'accessibilité, enfin une proposition culturelle assez forte et qui propose de l'accessibilité. On a essayé d'organiser avec ces structures-là une soirée dédiée à la présentation de la saison culturelle pour le public aveugle et malvoyant. Donc là, les trois structures se sont mobilisées et ont présenté au public euh, chacune leur offre pour la saison 2024-2025. Ça peut être un exemple de collaboration. On a parlé également des maquettes tactiles, des ateliers. On propose également des journées de sensibilisation. Les journées de sensibilisation, ce sont des journées durant lesquelles nous, on intervient pour euh, inculquer un petit peu les bonnes manières, les bonnes choses à savoir. Ça va de l'accueil du public, comment accueillir un public, le public aveugle, comment l'accompagner, puisque ça se fait pas, enfin, il y a des codes et des règles, des façons de faire. Comment généralement aussi, on leur demande, mais ils l'ont de plus en plus, ça, d'avoir des référents accessibilité. Ça peut être par exemple des personnes qui vont avoir un poste, qui seront sur un poste de chargé de relations avec le public. Et ben, souvent, il va aussi avoir la casquette référent accessibilité et les réservations seront prises par cette personne-là. Euh, voilà, des actions pédagogiques oui, également avec le public scolaire. On peut proposer ce type d'atelier pédagogique dont j'ai parlé tout à l'heure concernant l'audiodescription. Euh, voilà, et puis la journée aussi, tout à l'heure on vous a parlé de la journée réseau. La journée réseau, c'est une journée qui a lieu tous les ans au ministère de la Culture. On invite tout notre réseau de théâtre. Euh, Généralement, il y a à peu près 80 personnes au ministère de la Culture. Et en fait, c'est une journée qui est organisée sur plusieurs thématiques, en rapport évidemment avec l'accessibilité pour les personnes sourdes et malentendantes et aveugles et malvoyantes. Et ça permet au théâtre d'avoir un échange d'expériences, voilà, d'avoir des retours et oui, comme le disait tout à l'heure Frédéric, de se rassurer et d'essayer aussi de trouver de nouvelles idées pour appeler ce nouveau public pour elle. Je dis nouveau parce que ça peut être des, des, des mises en accessibilité qui sont récentes de la part des théâtres. Oui, c'est une question qui est vraiment centrale, puisque bah, le numérique est absolument partout. Et c'est vrai que nous, on a eu des échanges avec des associations de personnes qui sont déficientes visuelles. Et très souvent, le numérique, au départ, a été pour ce public-là un espoir. Un espoir en se disant que la vie allait leur être facilitée. Sauf qu'ils se rendent bien compte que bah, l'accès au numérique, en réalité, est enfin, est même très restreint, hélas, en France encore. Il y a plusieurs politiques publiques qui essaient de favoriser l'accessibilité numérique. Euh, Par exemple, l'ARCOM, c'est un dispositif, un outil étatique qui récemment oblige
les sites commerciaux à rendre accessible leur, leur site internet. Euh, et c'est une question qui est évidemment très que se posent également les théâtres, notamment pour la billetterie, puisque l'accessibilité de la billetterie est compliquée. Acheter des places, c'est compliqué. C'est pour ça que systématiquement, on a un référent dans les théâtres, dans l'équipe des théâtres, on a un référent accessibilité qui va être en fait vraiment l'interlocuteur privilégié et essayer de pallier ce souci, ce gros problème et ce gros manque d'accessibilité numérique. Euh, on a un dispositif aussi en France qui s'appelle le Pass Culture. Le Pass Culture, c'est un dispositif qui permet aux jeunes de 15 à 18 ans d'avoir des offres, enfin d'accéder à des offres culturelles. Alors, là, on parle d'un public, du public vraiment large, 15 à 18 ans, en situation de handicap ou pas. Et l'année dernière, enfin non, c'est pas l'année dernière, c'était en 2024, mais l'organisation, enfin les organisateurs, les personnes qui s'occupent, enfin les équipes du Pass Culture ont invité les associations, dont nous, Accès Culture, autour d'une table ronde pour essayer d'avoir les retours des associations des personnes qui sont aveugles et malvoyantes d'avoir un retour d'expérience sur notamment l'application en ligne du Pass Culture. Et donc, ils ont mis à jour cette application en tenant compte des spécificités et des handicaps enfin, de différents types d'handicaps, que ce soit visuel, cognitif, mental. Et on a également de plus en plus de théâtres qui nous demandent, nous, comment... Alors nous, on n'est pas du tout spécialisé dans l'accessibilité numérique, mais forcément, ça nous concerne aussi. Euh, beaucoup de têtes nous demandent d'avoir enfin, des conseils sur la bonne pratique concernant, je ne sais pas, comment écrire un texte ou comment améliorer la navigation d'une personne déficiente visuelle sur leur site internet. Nous, généralement, on peut les renvoyer vers d'autres associations qui sont spécialisées. Ou sinon, il y a des structures culturelles, des théâtres qui ont également, leur démarche de refonte de site Internet, vont de plus en plus, heureusement, intégrer cette question de l'accessibilité. On a par exemple des théâtres et autres structures culturelles qui vont faire appel à une organisation. Alors, j'essaie de retrouver le nom de cette organisation. Euh, tac, tac, tac. Elle s'appelle ComAccess. Donc, c'est une organisation qui est spécialisée dans l'accessibilité numérique et qui accompagne dans la refonte de sites internet de structures culturelles cette question, enfin les structures culturelles dans cette question de l'accessibilité numérique. Et, et voilà, nous, de notre côté, on a aussi une espèce de casquette un peu, c'est pas une casquette, mais on essaie de, dans la mesure du possible, de militer vraiment pour faire entendre aussi les théâtres, même si souvent ça rencontre forcément des questions de budget qui sont compliquées à gérer, mais dans la mesure du possible, voilà, on essaie de faire remonter les informations des associations. Que les associations nous partagent, on les fait remonter au théâtre pour qu'elles en tiennent compte. Et, et voilà. Et aussi, dernier point, de plus en plus d'associations se développent des sites internet, des agendas en ligne, pour être plus précise, qui recensent et qui centralisent les offres culturelles qui sont accessibles au niveau national. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus parce qu'on a également beaucoup de mails d'associations qui nous demandent de relayer euh, des, leur catalogue en ligne, justement. Et de plus en plus de personnes nous font part de leur envie de créer des agendas en ligne qui répertorient et qui centralisent les offres culturelles accessibles.